Bonjour à tout le monde pour l'enregistrement et pour ceux qui reverront après en replay. On est sur le deuxième live que je fais avec Yannick et Tarek. On a initié une série de lives. Donc au fil des semaines qui vont venir, on va à chaque fois traiter un thème. La semaine dernière, on a parlé du recrutement. La semaine prochaine, ou en tout cas dans les semaines à venir, on va traiter de la fidélisation parce que c'est quelque chose qui nous a été beaucoup demandé. Donc, on va répondre à vos demandes. Et la première chose qui était venue après le recrutement, c'était valoriser le métier d'enseignant. Donc, c'est l'objet de ce live aujourd'hui. On a vraiment envie avec Yannick et Tarek de faire quelque chose qui vous amène des réponses à quelque chose qui, pour l'instant, je pense, n'est pas une priorité ou n'est pas vu comme quelque chose d'important. Or, je pense, et on est tous les trois d'accord avec ça, plus dans l'audience, je pense aussi, que c'est quelque chose qui va être primordial dans les clubs de demain, que d'avoir un projet de développement axé vers les moyens modernes qu'on connaît, de part peut-être dans certaines entreprises ou autres, mais essayer de le transposer dans le monde du tennis pour nous aider évidemment à exister ou à même ou à réexister. Donc, quand je parle de Yannick et Tarek, certains peut-être ne les connaissent pas. Donc, je vais refaire une rapide présentation. Je commence par Tarek. Donc, Tarek, enseignant, gérant de club à Bruxelles. Je fais rentrer les personnes qui arrivent en même temps. Gérant de club à Bruxelles et formé, ou en tout cas expert dans tout ce qui est marketing et démarche qualité. Donc, comme vous avez pu le voir pour certains, il est intervenu la dernière fois et on a déjà tourné pas mal de vidéos ensemble et des interviews que je vous invite à aller voir, réunies sur la page développement, tout pour le développement que j'ai créé sur le site. Donc, sur la page d'accueil, vous descendez, vous tombez directement sur les vidéos, même sur YouTube, etc. Il y a des playlists dédiées au développement. Yannick, ensuite, donc ancien enseignant DES, formateur sur la formation DE et auteur du livre que vous avez sûrement vu, La boîte à outils marketing des clubs de tennis. On a réussi à caler plusieurs rendez-vous avec vous. On espère que ça vous donne satisfaction. Comme je vois les réponses et en tout cas les commentaires que nous avons en privé, beaucoup de personnes sont ravies et on est ravis que tout le monde soit ravi. Donc, on va continuer et perdurer. Et donc, aujourd'hui, on va commencer avec une petite intervention de Yannick. Et ensuite, on fera comme la dernière fois, on essaiera de le rendre très interactif. On fera des sondages et chacun répondra en live à des sondages et ensuite on échangera ensemble sur les réponses du sondage. Voilà. Donc, Yannick, je te laisse la parole pour finir cette introduction et ensuite après on attaque. Bonjour à tous. Ce qui serait peut-être pas mal, Anthony, c'est de partager, comme on avait fait la dernière fois, déjà le questionnaire qu'on avait fait en pré-live. Donc ça, c'est le questionnaire. Et là, vous le verrez, à chaque fois qu'on fait des lives, à chaque fois, nous allons avoir un questionnaire pré-live qui va vous être envoyé, à chaque fois. Ça nous permet de déjà répondre au mieux aux personnes qui sont présentes. D'où l'intérêt de se bouger et de venir. OK. Donc, le thème du jour, c'était comment valoriser le métier de tennis. Alors, dans l'enquête qui est ressortie, on a des enseignants, principalement, des DES. C'est un peu dommage. Alors, ce qui est top là, c'est qu'on n'est pas très nombreux. Alors, du coup, ça va être encore moins descendant que sur le premier live et j'espère qu'on va vachement partager ce que pense chacun de ce enseignant dans le club de tennis et qu'on échange ce que chacun partage d'expérience. Mais par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas beaucoup de dirigeants. Donc, ça va jouer un rôle déterminant. Après vu l'intitulé, c'était aussi orienté quand même qu'on est pas mal d'enseignants. Bon, comme on le voit, beaucoup d'enseignants de différents. Je ne sais pas si le level 1 ITF est là, mais en tout cas, voilà, comme on a vu en introduction pour tout le monde, on est entre enseignants avec des différences. Je te laisse continuer je vais dérouler et je te laisse commenter dessus. Alors, on n'a pas posé la question tout à l'heure, mais dans le sondage, on demandait plutôt la répartition salarié, indépendant ou mixte. Là, on ne vous a pas posé la question. Alors,
ce qui ressort, c'était 55. Voilà, c'est juste avant. 50% de mixte, salarié 37 et indépendant 12. Évidemment, ce statut, il est extrêmement déterminant derrière sur le rôle de l'enseignant dans le club parce que voilà, ça coule de source. Sur la partie salariée, j'étais assez étonné par ces réponses. On est à 50-50 sur les fiches de poste. Donc là, peut-être aussi, on vous laissera intervenir sur savoir si vous en avez une ou pas. C'est bien. Alors, le sondage, il ne portait pas sur beaucoup de réponses, parce qu'il y a 16 personnes qui ont participé, mais 50-50, c'est beaucoup. En fait, j'étais surpris. Donc ça, c'est bien. Ça veut dire que ça va dans le bon sens. Les enseignants ont maintenant des fiches de poste. Indépendant, statut mixte. Donc, la convention de coopération libérale, pareil, 50% qui ont une convention de coopération libérale, sachant qu'on y reviendra sans doute, mais la convention, elle n'est pas forcément obligatoire, donc pour les 50% privés, c'est bien. Ensuite, réponse suivante, diriez-vous qu'il existe dans les faits un lien de subordination entre vous et le club? Là aussi, ça, 50% qui pensent qu'il y a un lien de subordination, là aussi, on y reviendra. C'est un risque de ce statut de travailleur indépendant dans le club. Et notamment, ça a aussi un impact sur le rôle de l'enseignant dans le développement. La rémunération moyenne. Alors là, par contre, j'ai été surpris. Je ne sais pas ce que tu en penses, Anthony. Moi, je trouve que, enfin, j'étais dans ce cas-là. Donc, du coup, ça ne m'étonne pas. Mais par contre, c'est la... Hein. On a mal posé la question parce qu'on parle de rémunération, on ne parle pas de salaire. Donc, étant donné qu'on avait 50% de mixte, peut-être uniquement sur leur partie salariale. D'accord. Oui. Je ne sais pas, mais ça me paraît excessivement bas. Et si c'est vraiment le cas, d'où l'intérêt de se faire ce type de live. Complètement. Complètement. Et ça va optimiser ce qu'on fait pour après avoir les résultats. Ouais. Alors là, pareil, très intéressant par rapport à notre live d'aujourd'hui. Votre rémunération vous semble-t-elle en adéquation avec vos compétences, diplômes, etc. Vous répondez non à 62%, pas assez payé. Donc là aussi, je pense qu'on va apporter de la valeur dans ce live parce qu'on va voir comment peut-être faire en sorte que vous soyez mieux payé. Pensez-vous que le club a les moyens de vous payer? Là aussi, intéressant, puisque vous répondez à 43% que non, je pense qu'il n'a pas les moyens de faire plus. Donc là aussi, peut-être qu'on va pouvoir apporter des éléments de réponse sur quel rôle vous pouvez avoir à jouer justement pour peut-être leur donner les moyens de vous payer davantage. Êtes-vous étroitement lié à la conception du projet? Là aussi, je suis agréablement surpris et ça va un petit peu en décalage par rapport au sondage qu'on avait fait sur notre premier live, puisque vous répondez oui à 37%. Oui. Je suis associé à la conception du projet global. Alors ça serait très intéressant de vous donner la parole là-dessus, peut-être pour que vous nous disiez dans quel domaine exactement vous intervenez sur la conception, qu'est-ce que vous faites exactement, comment c'est formalisé, tout ça, et est-ce que derrière, surtout, ça a des retombées dans votre portefeuille par rapport à ces missions-là, sur quelle modalité. Aimeriez-vous être associé plus étroitement à la politique de développement du club? C'est très partagé. C'est très partagé. Mais il y a quand même du oui, à condition d'être rémunéré pour ça. C'est peut-être la réponse qui nous intéresse le plus. Oui, je pense aussi. Ouais. Pensez-vous avoir toutes les compétences requises? Et là, plus ou moins, j'aurais besoin d'être formé dans certains domaines à 56%. Donc là, ça veut dire qu'il y a un vrai enjeu de formation. Et ce qui serait peut-être pas mal, justement, au cours de ce live, c'est qu'on aille plus précis, peut-être pour orienter des actions de formation, que ce soit dans vos ligues, que vous nous fassiez un petit peu remonter vos besoins là-dedans, dans quel domaine vous souhaiteriez être formé, mieux formé, pour pouvoir avoir un rôle plus important à jouer dans le développement de votre club et que derrière, ça se ressente dans votre portefeuille.
Donc voilà, alors ça c'était pour le sondage. Euh, pour introduire rapidement, alors, ce dont on va parler aujourd'hui, on va aborder quatre grandes thématiques. La première, ça va être évidemment donc, le rôle de l'enseignant de tennis aujourd'hui dans le développement du club. Avec Anthony Tarek, je pense que évidemment ce rôle a beaucoup évolué ces dernières années. On a montré une courbe d'effectifs sur notre premier live qui est celle de l'évolution des effectifs depuis 10 ans, depuis 2009. Et on se rend bien compte que la courbe, elle est une hémorragie terrible au niveau des licenciés au niveau national. Et évidemment, donc, par rapport à ce constat-là, on a tous un rôle à jouer dans les clubs. Donc ça sera notre premier thème. Notre deuxième thème, ça sera le développement de vos compétences sur la formation continue. Donc là, c'est ce que je disais sur le questionnaire. Ce qui serait bien sur cette thématique-là, c'est que vous nous fassiez remonter vos besoins. Troisième thème, comment mieux communiquer pour vendre et se vendre. Ça, c'est un petit peu mon domaine avec le bouquin. Et avec Tarek, on essaiera de vous apporter quelques clés pour que vous soyez mieux à même de vous vendre et d'augmenter votre employabilité. Et quand vous êtes déjà en club, vous allez être mieux payé, mieux rémunéré. Et le quatrième thème, comment être reconnu à sa juste valeur, qui rejoint un petit peu le thème précédent. Et, voilà. Donc ça, c'est les quatre grandes thématiques. Alors, il y a aussi des sujets qu'on n'abordera pas, ou moins, ou indirectement, et c'est important de le préciser pour pas qu'on s'éparpille et qu'on aille à l'essentiel. On ne va pas y passer toute la journée, donc c'est important de cadrer le live. Alors, ce dont on ne va pas parler, ça va être essentiellement tout ce qui est du domaine purement juridique, application à la lettre de la convention collective. Sur ces sujets-là, on ne va pas avoir le temps évidemment rentrer trop dans les détails de point par point le code du travail, le code du sport et la convention collective nationale du sport. Donc voilà, c'est important de le préciser. Et puis après, le but du jeu, encore une fois, je le répète, c'est que ce ne soit pas descendant du tout et que chacun prenne la parole le plus souvent possible, que ça soit un maximum interactif entre nous et que l'on partage de bonnes pratiques, comme on a l'habitude de le faire maintenant avec Anthony et Tarek. Ouais. Et je pense que là, il y a toujours un avantage et un inconvénient dans les lives. Si on est beaucoup, c'est top parce que du coup, ça touche plus de personnes. Et si on est moins, c'est top aussi parce que du coup, beaucoup plus d'interactions. Donc, on compte sur vous et je pense que ce sera le cas. C'est donc pour ça que nous allons commencer directement avec le premier sondage. C'est parti. Alors, premier sondage, le rôle de l'enseignant dans le développement du club est-il selon vous? Très important, important, peu important, pas du tout important. Évidemment, quand on parle du rôle dans le développement du club, on parle évidemment de la politique sportive, puisque vous êtes des enseignants, c'est sans doute ce qui vous intéresse, qui m'aborde le plus. Former des jeunes, organiser, cadrer votre école de tennis, etc. Mais la politique de développement du club, évidemment, ça va bien au-delà. Ça implique une réflexion sur l'aspect financier des choses. Ça implique aussi une réflexion sur le développement des effectifs. Ça englobe tout ce qui concerne la fidélisation. On sait que la fidélisation est un enjeu majeur puisque les clubs perdent à peu près 30% des inscrits s'en vont dès l'année suivante. Donc, c'est très important et on se rend compte aussi qu'au bout de 3-4 ans, en fait, quand vous avez, admettons, 10 personnes qui arrivent année N plus 4, il en reste 3. Oui. Donc ça, c'est le sujet de la fidélisation est très important. Voilà. Que pensez-vous de votre rôle dans ce développement? Donc, à 94% très important et 6% les 6% complémentaires importants. Donc, 100% important, on est d'accord. Est-ce qu'il y a des personnes dans l'audience, du coup, qui veulent partager leur vote et
discuter à ce sujet-là. Entre parenthèses, Anthony, ça rejoint ce que dit Chloé sur le chat. Oui, tout à fait. On a les personnes qui sont investies et qui sont sensibles à ça. Ouais, Les personnes qui auraient répondu pas du tout important ou peu important, elles sont pas là. Elles sont pas là et je sais pas où c'est qu'elles sont. Je sais pas si elles sont sur le terrain ou si elles sont en train de jouer à la console. Mais euh, ouais, mais bon voilà. Donc s'il y en a qui veulent prendre la parole et échanger à ce sujet-là, J'aime bien Chloé. ouais, Chloé elle fait des émules. Ah oui, pardon, j'ai dit Chloé. Mais, allez, vous pouvez lever la main, soit physiquement, soit avec l'appli, et vous ouvrez le micro et vous parlez. Donc, qui a voté très important? Allez. Il y a quelqu'un qui se lance sur le rôle du développement, dans le développement du club. Allez. J'ai peut-être juste envie de préciser la question, Anthony, et que chacun qui a envie d'intervenir précise en quoi est-ce très important. Ouais. Question bien ouverte. Voilà. Allez. Avec Chloé veut bien commencer. Vous avez 4 heures. Moi, là où je pense que c'est important, c'est que moi, dans les cas de clubs comme moi, finalement, c'est que c'est quasiment que moi qui vois on va dire 99% des adhérents. Donc, finalement, c'est moi qui suis le plus à même finalement, de recueillir le plus d'informations et de faire passer le plus de messages, quoi. Donc, côté développement, voilà. Donc, par rapport à ça, c'est vraiment le côté que ce soit moi qui soit le plus en contact avec les gens. Donc, pour faire remonter ça finalement à mon bureau, et surtout avec ma présidente avec qui on bosse vraiment en duo, je trouve que c'est vraiment très important que l'enseignant soit vraiment au cœur du projet. Merci Chloé. Je vais plus te lâcher, je pense. Je vois la main levée d'Anto. Anto, à ce sujet, pourquoi c'est très important? Ouais, je sais pas si ça marche. Ouais, c'est bon. Ouais. Je pense la même chose en fait. En fait, on fait le lien. La plupart des clubs sont bénévoles, sont gérés par des bénévoles. Du coup, on est sur le cours et finalement, les dirigeants, ils voient pas les adhérents. On fait le lien en permanence sur le cours pendant les entraînements, mais aussi en fait quand on est au club pour un tas de choses. Et si on n'est pas impliqué dans la vie du club par les décisions qui doivent être prises, ce genre de choses, on peut pas après expliquer ce qui se passe au club. Je pense qu'on n'est pas là que pour expliquer aux gens des coups droits et des revers. On est là aussi pour raconter un petit peu la vie du club et les gens, en fait, souvent on pense qu'ils sont au courant, mais des petites choses très simples, ils ont besoin parfois de les entendre sur les réseaux des terrains, comment ça se passe, pourquoi, comment s'est organisé ça, pourquoi cette décision elle est délicate, mais aussi pourquoi en fait il y a plusieurs publics dans un club. Les gens qui sont axés un peu plus compètes, ils comprennent pas pourquoi il y a des amateurs qui viennent, des loisirs, qui viennent jouer avec des parents. Et on est là pour faire le lien. En fait, nous, on voit tous les publics. Donc, si on n'est pas pleinement engagé dans la vie du club, c'est compliqué. En tout cas, il en faut. Il peut y avoir des intervenants, mais il en faut, quoi. D'où l'intérêt d'être très bon sur la communication en tant qu'enseignant. Parce qu'on peut avoir plein d'informations à droite à gauche, mais si on ne les dit pas, problème de communication. Et si on les dit, mais qu'on les dit mal, elles ne seront pas bien transmises. Donc, être capable de savoir bien communiquer, ça sera l'objet de la question 3. On a un réel intérêt à être investi dans le projet, plus être capable de le faire. Je vois la main levée de Romain et après Laurence. Oui, parce que nous sommes une activité sportive avant tout et que c'est nous qui gérons le côté sportif. Mais si c'est pour faire du développement pour du développement, ça ne sert à rien. Donc nous, on est le lien en fait entre tous les acteurs du tennis, donc c'est-à-dire nos licenciés, les membres du bureau. Et c'est à nous aussi d'être là pour justement fixer des objectifs, que ce soit du développement ou des objectifs sportifs pour le club. Et nous, on est vraiment le lien entre tous les acteurs majeurs du tennis, tout simplement. Et on est une activité sportive. Donc nous, on gère le côté sportif. Mais justement, s'il y a un projet de développement,
c'est sans doute parce que le sportif est présent. Ok, Voilà. je suis d'accord avec ça. Laurence? Oui, moi je suis d'accord avec tout ce qui vient de se dire et puis je relais. Je pense qu'on est la vitrine parce que c'est nous qui connaissons tous nos adhérents et on se trouve à être force de proposition parce qu'en fait, comme on a les tenants, les aboutissants, qu'on a les réflexions des uns des autres, c'est nous qui faisons remonter aussi les informations auprès des bureaux pour savoir ce qu'il faut mettre en place en mesure de développement, ce qui pourra fonctionner ou pas fonctionner. Effectivement, du développement pour du développement ou rentrer dans des cases pour rentrer dans des cases, ça sert à rien. Et le problème de fidélisation, moi, je le connais pas trop. C'est plutôt le problème de recrutement. Et c'est là que je manque de temps, en fait. C'est que moi, dans mes structures, je passe tellement de temps auprès justement des adhérents à essayer de répondre à leurs demandes, à leurs besoins, à leurs envies, que j'ai pas suffisamment de temps pour me consacrer au recrutement. Au recrutement autre que d'organiser une journée, invite ton copain ou des choses on peut connaître de manière basique, quelque chose d'un peu plus original. Ouais, je vois. Tarek, sur cette question-là, pourquoi c'est très important? Bah, ce qu'il y a de bien, comme Chloé le disait, c'est étant donné qu'il y a des gens motivés, passionnants dans le live et passionnés dans le live, ils ont déjà les réponses à pas mal de questions et je trouve les bonnes réponses. Pour moi, c'est on ne peut plus clair que l'enseignant, c'est la pierre angulaire du club, c'est le seul professionnel ou quasi qui va être en contact avec le client en permanence, que ce soit directement les enfants, les parents, le secteur adulte, peu importe. Donc, c'est lui qui va être à même de remonter de l'information, de pouvoir corriger le tir si un projet n'a pas été totalement bien lancé. Donc voilà, une force de proposition, j'aimais bien ce terme. La problématique que je vois dans beaucoup de clubs, c'est les enseignants, ils arrivent au stade de la force de proposition et les propositions, elles restent souvent lettres mortes. Et j'ai noté une chose que tu as relevée, Anthony, c'est qu'il n'y a que des enseignants sur ce live. Eh bien, moi, j'aurais bien voulu voir beaucoup de dirigeants de clubs sur ce live. Parce que c'est les dirigeants de clubs qui sont censés recruter les enseignants, qui sont censés faire des délégations que je vais qualifier d'éclairées vers ces enseignants. Et pour l'avoir expérimenté, je pense que j'en ai parlé dans un autre live aussi, j'ai donné plusieurs fois des formations autour de la démarche qualité à des enseignants qui me disaient à chaque fois ce serait bien que les dirigeants soient là. Et j'ai connu une fois l'inverse, et j'en ai fait une spéciale dirigeant, et tous les dirigeants se sont dit ce serait bien que les enseignants ils soient là sur cette formation. Et donc je pense que l'un de nos défis, c'est comment créer le lien entre que ce soit un bureau, un conseil d'administration, peu importe comment on l'appelle, qui est un comité, et des gens qui sont sur le terrain pour créer un vrai projet de club qui tient la route et qui soit pérenne. Voilà ce que j'avais à rajouter. Très bien, c'est très bien. Je te donnerai la parole pour conclure chaque thème. Voilà. Merci. Yannick, est-ce que tu veux relever ça avant de passer au thème suivant? Je rejoins tout ce qui a été dit par Tarek, évidemment. Ce qui est remonté de vos témoignages, c'est le rôle de facilitateur dans cette liaison adhérent et dirigeant bénévole. Mais peut-être plus concrètement encore, sur quoi vous êtes amené aujourd'hui, peut-être s'il y en a un ou deux qui veulent prendre la parole là-dessus, plus concrètement sur ce rôle de développeur de club, concrètement, qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous seriez prêt à faire et sur quoi vous vous sentez capable de le faire aussi, au-delà de la transmission d'informations, du rôle de facilitateur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut témoigner de son expertise, de son expérience? Vas-y, Clément. Expertise, c'est un peu fort, mais expérience, je veux bien. Moi, dans les clubs par lesquels je suis passé,
Et ceux, on va dire, dans lesquels j'étais le plus investi, etc., c'est tous ceux où j'avais carte blanche par rapport à ce développement de club et où ça partait du terrain. Et donc, comme exemple, bah, rien que le fait de faire le calendrier annuel avec toutes les actions pour tous les enfants, tous les adultes, etc., et après avoir un rôle entre guillemets de manager, même si j'ai pas utilisé le terme pas français entre guillemets, mais de gestionnaire de projet sur chaque action pour s'assurer d'être entouré d'enfants, pour nous aider sur des plateaux, etc., de s'assurer qu'il y a des inscrits, etc. Voilà, donc tu vois, le premier exemple que je pourrais donner, c'est la mise en place de tout le calendrier annuel le plus tôt possible et s'assurer que chaque action durant l'année soit une réussite. Mais en fait, c'est notre projet de club, il est effectué dans ce sens-là, c'est-à-dire c'est l'enseignant qui montre les idées aux dirigeants. C'est cohérent la plupart du temps, du coup c'est validé et en fait il n'y a même pas de débat, il n'y a même pas cet aspect. Là à l'heure actuelle, j'ai pas le ressenti qu'il y ait un lien de subordination, alors qu'il existe hein, parce que c'est encadré par un contrat de travail, etc. Mais il y a vraiment cet aspect, ça va du terrain vers le haut et pas l'inverse, quoi. Et je pense que c'est ça qui fait que là où je suis, en tout cas, je suis heureux. Ouais, mais tu vois, sur cette partie-là, moi je suis toujours surpris, c'est ce que je faisais remonter il n'y a pas longtemps à notre président. Je suis très surpris du décalage qu'il y a entre le diplôme d'État, tel qu'il a été rénové à l'époque, avec UC1, UC2, et concrètement sur le terrain, ce qui est mis en place dans les clubs par les enseignants et surtout par la manière dont ils sont vus par leurs dirigeants bénévoles. Ça, vous n'en avez pas trop fait part, mais moi j'ai pas mal de remontées là-dessus et quand j'intervenais au DE et quand j'avais plaisir à suivre après mes anciens stagiaires dans le club, qui étaient très motivés sur cette partie développement, en réalité, ce dont on se rend compte, c'est que les dirigeants de club ne sont pas forcément au fait des compétences développées par leurs enseignants dans le club, notamment sur toute cette partie UC1, UC2. Ouais, mais je pense que c'est aussi parce qu'il y a une grande inégalité entre tous les enseignants par rapport aux compétences de base sur ce UC1 UC2, tu vois. Enfin, il n'y a pas une homogénéité des profils. Et c'est ce qui fait que d'un club à l'autre, c'est différent aussi. Oui, mais tout de même, j'ai l'impression que le dirigeant n'est pas du tout informé de ce à quoi est préparé son DE. Ah, j'en suis sûr. Et du coup, bah, il ne lui délègue pas une tâche qu'il pourrait lui déléguer. Tu vois ? Toi, Romain, dans le club, chaque année, tu l'as dit la dernière fois, tu refais un UC2. Yes, ouais, donc chaque année, au mois d'août, je refais un UC1, UC2 avec les chiffres, les nouveaux chiffres. Et en fait, on émet des suppositions. Et en fait, moi, ce que je voulais dire, c'est que je suis à égalité. En fait, on est sur le même plan, les dirigeants et moi. Il n'y a pas de hiérarchie. Et en fait, ils proposent des animations, je propose des animations et on se met d'accord pour que les animations aient lieu. Et ils mettent des animations en lien avec ce qui se passe sur le terrain. C'est-à-dire que la première animation, et moi, je ne suis même pas présent lors des animations. C'est-à-dire que certaines animations, je suis là, certaines animations, je ne suis pas là. C'est les membres du bureau qui prennent en charge totale les enfants, mais c'est en lien avec moi. C'est-à-dire que si, admettons, ils lancent une activité avec des matchs, si j'ai vu le comptage de points, ils mettent le comptage de points que j'ai vu en place sur l'animation. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un lien entre le terrain et l'animation. J'en parlerai parce que là, je suis en train de faire le deuxième épisode sur mon club. Et justement, celui qui est chargé du comité animation de mon club parlera, je l'ai interviewé. Justement, il parle du lien qu'il y a entre le terrain, moi et les dirigeants. Et du coup, c'est pour ça que notre club, je pense qu'il fonctionne très bien parce qu'on est sur la même échelle et sur le même plan. Oui, ça c'est sûr. C'est sûr et certain. Et je vais donner la parole à Laurence et après on passe au thème suivant. Oui, moi je voulais revenir sur les diplômes et ce qui a été dit. Aujourd'hui, les dirigeants ne connaissent pas les diplômes, que ce soit un CQP, que ce soit un DE, que ce soit un DES. Il n'y a que les enseignants dans les clubs motivés qui peuvent les informer quand on a besoin d'aide et qu'on a besoin de recruter.
Si on a besoin d'un CQP, il faut qu'on explique aux dirigeants pourquoi un CQP et pas un DE, les prérogatives, les limites d'enseignement, les populations, c'est à nous de le faire. Moi, j'ai fait partie d'un groupe de travail cette année où on a soumis au niveau de la Normandie, vous vous souvenez peut-être, alors les plus anciens, il a existé dans les clubs les tableaux que l'on affichait avec chaque diplôme, justement, et les familles, tout le monde avait connaissance. C'était les BE à l'époque, le BE1, le BE2, le BE3, l'initiateur 1, sur laquelle population pouvait intervenir, combien d'heures, etc. Il était assez complet ce tableau. Et on a fait la demande à ce que ce tableau revoie la vie, soit remis à jour avec les nouveaux diplômes, de façon à ce que tout le monde sache quand il arrive dans un club, et à commencer par le dirigeant, l'enseignant sur le club, est-ce que c'est un bénévole, est-ce que c'est un professionnel, est-ce qu'il est là pour des mineurs, est-ce qu'il peut enseigner au niveau des professionnels, des adultes, pardon. Et je pense que ça, c'est quelque chose dans notre métier aujourd'hui qui est aussi très important pour valoriser nos diplômes, qu'on soit pas tous mis dans la même bulle. Si on passe, là on a la chance d'avoir un BE3 avec nous aujourd'hui. Voilà, si on se forme, c'est aussi pour être reconnu dans nos formations. Je pense que ça, c'est important. Le BE3, je veux le faire parler sur le thème 2, là, sur la formation continue. donc merci Laurence, je suis complètement d'accord avec toi. Et ces questions de fiches pour bien lister les différents profils, différents profs, tout ça, on avait réfléchi avec Romain là-dessus et on va y travailler dessus pour avoir quelque chose à afficher, clair et net, sur c'est quoi un DE, c'est quoi un DES, c'est quoi un CQP, etc. Et, voilà. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas faites, mais qu'il faut faire. Donc avec Romain, on en a discuté déjà, il est à l'initiative de ça, et on va le créer ensemble, je le mettrai en forme, et après on pourra diffuser. Allez, donc on passe au thème 2. Thème 2, sur le thème de la formation continue. Tu m'entends, Anthony? Oui, Yannick? Ouais, une seconde, juste pour conclure le thème précédent. Vas-y. Ce qui serait peut-être pas mal là-dessus, c'est que l'enseignant soit aussi force de proposition sur la fiche de poste et qu'il reprenne pas mal d'être capable par rapport à son diplôme et par rapport à la spécificité du club. C'est-à-dire qu'il arrive avec sa fiche de poste et en disant voilà, qu'on se mette autour de la table et qu'on réfléchisse ensemble et qu'on crée ensemble la fiche de poste, notamment un élément de réponse par rapport à ce qu'on a dit. Ok. Alors, je vais faire la conclusion de la conclusion. Ok. Et reboucler sur ce que Greg vient de partager dans le groupe et qui rejoint pas mal ce que le fameux BE3 raconte en formation aussi. Les clubs qui vont bien, c'est quand cette délégation se passe bien. Et donc, il y a rarement des clubs qui sont à la dérive si la relation bureau et enseignant fonctionne dans les deux sens. Les enseignants sont des enseignants passionnés, dynamiques, on reviendra sur le sujet. Voilà, ça fonctionne d'office. Bon, il y a un peu de vent sur la Côte d'Azur, d'accord. Ouais, on lui a déjà dit, tu sais, mais il a un peu buté sur le sujet. Allez, sujet 2. Allez, sujet 2, formation continue. C'est parti. À vos votes. Je vais, ça c'est comme à l'école, hein. Les personnes qui ne parlent pas, je vais les interroger. Hein. Il y a 4 thèmes, je vais pouvoir faire parler tout le monde. Du coup, il y en a un qui s'est barré. C'est bon ça. Allez, je partage. Hop. Donc évidemment, au même titre que le premier sondage, majoritairement, c'est très important ou important pour vous. Donc, qu'est-ce que... Les résultats là. Ah, pardon, je ne peux pas partager. Tiens, je gardais pour moi.
Ok. Ouais, très important et important. Alors, je propose qu'on reparte sur la même dynamique. En quoi est-ce très important pour vous, la formation continue? Une question encore une fois bien ouverte et puis on vous laisse fermer. Allez, on va, Anto, tu as quelque chose à dire? Ouais. Formation continue, moi je pense que c'est indispensable. En fait, le temps avance, donc le public, les demandes avancent, l'enseignement avance, tout avance. Donc si toi t'avances pas, ben ça colle pas. Toujours garder le contact avec les réalités du moment. Et même par rapport à toi, je pense que c'est intéressant de pas comme un prof qui pourrait préparer son polycope et le ressortir tous les ans. Ouais. Un prof qui pourrait préparer son cours et refaire ça tous les ans. Moi, je fais jamais ça, je m'emmerde sinon et je change ça me plairait pas. Donc j'ai envie d'apprendre de nouvelles choses. Et je pense qu'un prof, que ce soit dans sa pédagogie ou même dans tout ce qu'il peut y avoir autour, dans sa communication, dans son management, on va dire, il y a un tas de domaines où on peut progresser. Et après, la pratique évolue aussi. Il y a un petit peu le sport santé, quoi. Il y a tellement de public et tellement de pratiques, j'ai envie de dire, que du coup, la formation continue, ben, ouais, pour moi, elle est carrément indispensable. Olivier, qu'est-ce que tu penses de cette formation continue? Moi, au-delà du contenu, je trouve qu'à chaque fois, je remarque que les enseignants sont très contents de se retrouver. Ouais. Pendant l'année, ils se voient, mais souvent, c'est entre 2 matchs par équipe. Ils n'ont pas le temps de vraiment échanger, etc. Et je trouve que la formation continue, c'est un moment où ils arrivent le matin, il y a un petit café, ils discutent, ils parlent de leur club. Le midi, ils continuent d'échanger sur leur club. Je trouve que ça va au-delà du contenu du thème de formation. C'est une profession où on peut rapidement être tout seul si on est tout seul dans son club et jamais en sortir et puis être pris par le quotidien. Et la formation continue, c'est ce que j'entends, hein, c'est ce qu'ils me disent, mais je le vois aussi à chaque fois, ils sont contents de se retrouver. On fait un sport individuel, mais j'ai l'impression que les enseignants forment une vraie équipe. Et du coup, quand ils se parlent entre eux, il n'y a pas de concurrence. On sent qu'ils s'échangent des idées, ils parlent de leurs problèmes. Et il y a une vraie fraternité, je trouve, dans cette profession. Alors, c'est vrai que moi, sur les formations, je vois que ceux qui sont motivés, ouverts et curieux. Je ne vois pas les autres, mais je trouve que c'est vraiment un moment privilégié et puis qui permet de se poser et puis d'échanger avec ses collègues. Mais je trouve qu'ils sont vraiment toujours très contents de se retrouver. Donc ça fait plaisir. Il se dégage une énergie des groupes d'enseignants qui se voient dans un contexte en dehors de leur club et de leur boulot au quotidien, qui fait qu'il y a une vraie énergie qui se dégage de ça et ça fait plaisir, quoi. Je trouve ça super. Je ne parle pas du contenu de la formation, mais juste le fait de se retrouver. Ça, c'est très vrai, ça. C'est très, très vrai. Moi, les quelques fois où c'est que j'ai pu assister à des formations continues ou des colloques, et à chaque fois, c'est ça. Tu es trop content parce que tu sais que tu es dans ton domaine, tu es avec des gens qui font les mêmes choses que toi. Ben, tu es heureux, quoi. C'est ton métier, quoi. C'est ta vie. Ah ouais. On partage la même passion, puis tout le monde a un peu les mêmes problèmes, hein, à l'arrivée. Donc on en parle. Et puis, non, je trouve que c'est dynamisant. C'est rayonnant de voir des gens qui sont heureux de partager le même métier et de se retrouver ensemble. Donc, je trouve que c'est bien. Vas-y, Sandrine. Attends, tu as le micro fermé. Vas-y. Je vais rebondir par rapport à ce que dit Olivier et je vais parler en tant qu'enseignante qui a un peu d'années de vol quand même. J'ai eu mon BE, mon DE en 99 et c'est vrai que dans les 10 années qui ont suivi, j'ai participé à pas mal de formations
D'ailleurs, elle se faisait souvent à Roland-Garros à l'époque. Et, donc, ça permet de se remettre en question, d'apprendre, parce que quand on a le BE, on ne sait pas tout. Et les formations là, que j'ai fait plus récemment, on va dire, ça a été le tennis santé, ça a été des formations avec Olivier, puisque ça m'a beaucoup servi dans les écoles dans lesquelles j'ai intervenu, notamment à la maternelle. Et à chaque fois qu'on participe à ces formations, on sort de cette routine qu'on peut avoir dans nos clubs. Et c'est toujours une remise en question de faire mieux, de faire autrement. Et moi, je trouve que ça devrait être. Alors, il y en a qui ne sont pas pour le fait d'être obligatoire, mais qu'on en ait régulièrement. Alors, on les fait pas, mais moi, je pense qu'on devrait en avoir un petit peu plus à notre portée. Enfin, moi, à chaque fois, je suis demandeuse et dès qu'il y a une formation d'organiser, j'y participe parce que j'aime bien encore apprendre, même si ça fait 30 ans que j'enseigne. Oui, mais tu le garderas ça toute ta vie. Si tu as déjà cet esprit-là, c'est très bien. Ouais, voilà. Et on a Romain qui dit qu'il a voulu participer à des formations, mais elles sont annulées parce qu'il n'y a personne. C'est terrible. Moi, ça m'est jamais arrivé, mais… C'est terrible. Oui, plein, notamment celle d'Olivier qui a été annulée il y a 2 ans à Reims et que je voulais faire et qui n'a pas pu être fait. Il y a eu une formation sur les préférences motrices qui n'a pas pu être faite non plus. Donc, c'est quand même des formations qui sont quand même importantes que je pensais à d'autres enseignants aller s'inscrire et pas du tout. Donc, on était 2 et une fois 3, donc c'était annulé. Voilà. Donc, et chaque année, je me forme chaque année. Chaque année, j'en fais au moins une minimum. Et l'année dernière, c'est annulé. L'année d'avant, c'est annulé. Donc, voilà. Donc, je me suis inscrit à d'autres formations. Mais c'est quand même là, je vais m'inscrire sur la biomécanique de Caroline Martin. S'il n'y a personne, enfin là, je ne comprends pas, quoi. Enfin, je veux dire… c'est clair, c'est top. Voilà, c'est quand même des sujets qui sont importants, avec des personnes qui sont quand même importantes dans le domaine, des spécialistes. Et s'il n'y a personne, c'est quand même compliqué, quoi, sur des grosses formations. Et du coup, comment on peut expliquer qu'il y a une vingtaine d'années, moi je me rappelle quand je faisais ces formations à Roland-Garros, on était nombreux tout le temps. Et pourquoi aujourd'hui, peut-être que les enseignants se sentent moins impliqués dans leur vie de club, qui n'ont pas envie d'apprendre plus, ils restent sur ce qu'ils ont acquis et puis ils se contentent de ça. Mais avant, je pense que la mentalité n'était pas la même que maintenant. On était plus passionnés, je pense. Après, les nouveaux BE pourraient témoigner, mais je ne sais pas. Moi, je parle pour moi qui est un peu ancienne. Mais malgré tout, on a quand même envie d'apprendre encore, même si on est plus vers la sortie que… Après, la motivation aussi, la motivation de certains. Voilà, je pense que c'est la motivation. Soit ils ont été démotivés parce que… par des dirigeants. J'ai discuté avec des enseignants, c'est des dirigeants qui les ont démotivés parce qu'ils proposaient des projets et quand on donne des arguments aux dirigeants et qu'on te dit non une fois, non 2 fois, non 3 fois, tu es démotivé et tu viens à l'heure, tu repars à l'heure. Donc voilà, il y a déjà ça. Il y a aussi la nature de chacun. Chacun, voilà, il y en a certains, ils ne veulent pas se remettre en question et ils pensent qu'ils ont la science infuse et que ça se passera toujours bien. Et puis après, il y a les passionnés. Donc, les passionnés, là, on est tous ensemble, mais voilà, c'est là où c'est un peu compliqué le tennis, quoi. Patrick, après je vois sur les formations, je suis d'accord. Il faut qu'il y ait plus de formations et effectivement, c'est un moment d'échange. Peu importe le contenu de la formation, mais c'est un moment d'échange où on va discuter. Alors, forcément avec des diplômes, des personnes avec des diplômes différents, ça c'est chouette. Et ce qui est chouette aussi, c'est plus aussi l'expérience, parce que je pense que l'expérience compte beaucoup, compte au moins autant que le diplôme. Moi, je suis relativement jeune dans l'enseignement, là, ça fait 4 ans que j'exerce, mais j'ai toujours plaisir à discuter avec des personnes qui ont 10, 15 années d'expérience. Concernant les formations et l'investissement, sur les formations, il y a peut-être un peu moins de monde aussi. Nous, en région parisienne, moi, c'est ce que je constate. J'ai pas mal de mes collègues qui travaillent sur 1, 2 ou 3 clubs différents, donc forcément, ils se dispersent aussi un peu. Il y a un peu moins de cohésion que ce qu'il pourrait y avoir. Et puis aussi, voilà, il y a le facteur, il faut faire un peu d'argent. Et donc, il y a aussi, et en plus de ces clubs-là, ils ont des cours particuliers à droite à gauche qui ne rendent pas toujours les choses faisables pour participer à ces formations. Alors après, bien sûr, ça explique pas tout, mais ça explique aussi pourquoi il y a peut-être peu de formations, quoi.
Et comme Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres clubs ou dans les autres coins en France, mais nous, la plupart de mes collègues, ils ont 2 ou 3 clubs différents. Ouais. Oui, je Donc, sais aussi dès que tu as des zones un peu rurales. Là, je vois beaucoup ouais. de gens qui veulent parler. Vas-y, Damien. Moi, là où, pour moi, ce qui fait déjà comme Romain, il y a 2 ans, là, sur Bordeaux, il n'y avait personne. Sur quasiment toutes les formations organisées sur Bordeaux, quasiment tout est annulé parce qu'il n'y a personne. Et l'exemple, c'est la formation d'Olivier, le module de base, il y a 2 ans, organisé sur Bordeaux. Je crois qu'on devait être 5 enseignants ou 4. Et ce qui fait qu'ils ont dû faire venir tous les DE stagiaires pour qu'on puisse faire la formation. Ouais. Mais niveau communication, pour moi, ils sont 0 là-dessus, là, au niveau de la ligue. Et moi, cette année, j'en ai organisé une, j'ai fait venir Olivier. On était 23 enseignants de la région. Par contre, c'est moi, au niveau communication, je suis allé démarcher tout le monde, quoi. D'accord. Évidemment, dès qu'il y a de la com et que les mecs, on arrive à les motiver, ils sont venus, quoi. La com avec un beau produit derrière. La com avec un bon produit, mais ça fait des moi, ravages. il y en a toujours qu'on n'arrivera pas à motiver parce qu'ils s'en fichent, voilà, ils sont dans leur routine, ils font juste leur argent, leur truc, ils s'en fichent. Mais pour moi, il y en a aussi des motivés, mais qui ne sont même pas au courant, finalement, qu'on a le droit à ça, quoi. Alors que moi, dès que là, on a monté un plan de formation et que j'ai dit au prof, voilà, en plus, ça ne vous coûte rien, on prend juste 50 € les 2 jours, donc le côté financier, d'un coup, il n'y a plus de problème, et il y a la qualité derrière. D'un coup, j'étais limite même à devoir limiter le nombre de personnes pour la formation, quoi. Vas-y, Olivier. Anthony, ne donne pas la parole à Olivier, je sens qu'il va se lâcher. Tu le vois bouillicher depuis tout à l'heure, tu sais, il est sur les starting blocks là. Non, mais je fais un constat parce que les constats que j'entends là, Romain par exemple, quand il dit que les formations sont annulées, et c'est vrai, il y a des endroits où ça fonctionne, des endroits où ça ne fonctionne pas. J'ai commencé à identifier un petit peu, à force d'en faire. C'est vrai qu'on a, nous, une culture déjà qui n'est pas axée sur la formation continue. Ouais. On est très diplôme, et en France, on est très diplôme. On se dit, une fois qu'on a le diplôme, c'est bon, on n'a plus besoin de se former. C'est un petit peu l'équation qu'il y a. Alors, moi, j'ai identifié le fait que quand les gens ont envie, c'est un problème de communication, en fait. Je prends l'exemple de l'Île-de-France. L'Île-de-France, c'est 8 comités qui sont énormes. Il y a 2 référents sur la formation seulement. Dans le 91 et le 77. Les autres, il n'y a pas de référent. Et comme par hasard, il y a peu de formation. C'est-à-dire c'est vraiment un boulot de communication. Quand je suis allé chez Damien à Bordeaux, lui tout seul, il a pu réunir 25 DE. La Ligue, souvent, se contente d'envoyer des mails. Ça ne suffit pas. Il y a des endroits, quand je vais dans la Ligue ARA, là j'y vais début janvier, en 2 jours, la formation, elle était complète. En 24 heures, elle était complète. Quand je vais dans certaines régions de France, ils se contentent d'envoyer des mails et ils n'ont personne. Et ça ne peut plus fonctionner comme ça. Et il y a des endroits où il y a des responsables de formation, mais ce n'est pas partout. Et quand il y a des responsables de formation, en général, ils prennent la communication à bras-le-corps et puis du coup, il y a du monde. Malheureusement, comme la formation n'est pas forcément très reconnue en France, il n'y a pas des responsables de formation dans chaque ligue ou dans chaque comité. Mais là où il y en a, je sais que je vais revenir à Sport et Formation, là où on s'est rencontrés, Anthony. Quand tu vois la communication que fait Fabrice sur la formation, c'est encore un endroit où il va y avoir 40 ou 50 personnes. Et puis, il y a des endroits où des grosses ligues où ils n'arrivent pas à réunir 3 BE. Donc, et pourtant, j'entends des BE qui me disent après, ouais, mais je ne comprends pas pourquoi tu ne viens pas dans ma ligue. Je dis, si, je viens, mais comme il n'y a pas de communication de fait, vous n'êtes pas au courant, quoi. Donc c'est un peu dommage, mais c'est vraiment un problème de communication qui est encore plus important, je trouve, dans notre métier, parce qu'on n'a vraiment pas une culture de la formation au départ. Alors j'espère qu'avec les nouveaux DE, que les formateurs vont leur dire que ça ne s'arrête pas au diplôme et qu'il va falloir qu'ils se forment toute leur vie. Mais je rejoins tout ce qui a été dit là, c'est que c'est vraiment un problème de communication, parce que je pense que les gens, une fois qu'ils ont goûté à la formation, souvent ils y reviennent. Donc c'est dommage de ne pas leur donner accès par un manque de communication. Oh, mais là c'est terrible. Je vais donner la parole à Laurence et après on va conclure ce thème avec Tarek.
C'est terrible. Damien qui disait les CST n'ont pas compris comment j'ai fait pour avoir du monde. Ben, et il me dit quand j'ai dit communication, ils étaient presque choqués. Mais moi, je suis choqué de lire ça, mais ça ne m'étonne pas non plus. Et si les CST n'étaient pas choqués de ça, si les CED n'étaient pas choqués de ça ou autre, ils te diraient ben, oui, ok, c'est normal en fait. Tu vois, mais bon, bref. Laurence? Oui, c'était juste un petit complément à tout ce qui vient d'être dit. Un constat est fait aujourd'hui chez nous en France quand même, au niveau du diplôme, notamment du DE, c'est que c'est de plus en plus jeune, le recrutement, enfin les entrées en formation sont de plus en plus jeunes, et malheureusement, très souvent par défaut, c'est-à-dire que c'est pas par passion, c'est pas forcément un choix de vie, ce sont des jeunes qui ont un bon classement de tennis, qui n'arrivent pas à trouver facilement une autre orientation professionnelle et qui se dirige vers le DE. Et évidemment, tout ce qu'a dit Sandrine tout à l'heure et Romain et Olivier, il est difficile de motiver des gens à vouloir aller en formation continue alors qu'ils ont déjà fait 1 an ou 2 ans de formation et qu'ils ne savent pas où est leur avenir. Ils le font par défaut, encore une fois, et ils vont pas plus loin que ça, quoi. Donc la passion, elle n'est pas là. Elle est évidemment pas là. Ouais, c'est clair. Et donc, merci Laurence. Et Tarek, je te laisse conclure ce terme-là. Et ensuite, on passe au thème suivant. Oui. Qui justement sera sur la communication. Donc, la première chose moi, qui m'interpelle, c'est que les dirigeants n'ont pas l'air d'avoir conscience de l'importance d'investir dans leurs équipes. Et donc, d'investir dans leurs équipes et les former. Alors, je vais prendre une autre casquette qui est ma casquette passionné, oui, mais dirigeant de club aussi. Nous, depuis le départ du projet, on organise de la formation continue en interne. La Belgique, c'est pas structuré comme la France à ce niveau-là. Donc, il n'y a pas d'aide pour organiser les formations. Alors, de temps à autre, notre ligue nous aide. Mais globalement, nous, au niveau du club, on a décidé d'investir dans la formation continue chaque année. On a étendu et ouvert à d'autres clubs, mais c'est une initiative privée. On n'a pas attendu qui que ce soit pour organiser de la formation. Et je pense que ça, c'est un message qui, pour moi, est fondamental. C'est que les ressources humaines et en particulier les enseignants, si je suis dans le monde de l'entreprise, c'est le seul actif qui prend de la valeur. Tous les autres actifs, ils en perdent. Les ressources humaines, au mieux ils progressent, au plus ils se forment, au plus ils prennent de la valeur. Et donc, ça permet de les fidéliser aussi. Quand de temps à autre, je discute avec des enseignants chez nous, tiens, qu'est-ce que tu trouves d'extraordinaire dans notre structure? Dans le top 3, il y a toujours, chez nous, il y a de la formation continue. Je voudrais rebondir sur un autre sujet. Olive n'a pas tiré un boulet rouge dessus, donc je vais me permettre de le faire un tout petit peu. Je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants qui ne vont plus en formation continue parce que les thèmes de formation continue, ils sont juste à pleurer et on n'a pas envie de perdre une demi-journée, une journée de notre temps, aller dans une formation où on ne va absolument rien apprendre. Voilà. Donc ça, c'est un deuxième sujet de Belgique, je peux me permettre de le dire plus facilement. Un troisième sujet, c'est que c'est un peu l'objet de ces lives, c'est très souvent, on repart sur les mêmes thématiques de terrain. Alors, je vais caricaturer un peu, comment faire un coup droit croisé, histoire comme ça tout le monde aura compris. Et rares sont les thématiques de formation qui permettent de progresser au niveau de ce que les anglo-saxons appellent les soft skills, donc les autres compétences qui sont indispensables à notre métier. Notre métier, c'est un métier de contact, c'est un métier d'organisateur, c'est un métier où il faut développer du leadership, où il faut développer plein de compétences complémentaires à celles du terrain. Et j'ai toujours en modèle la formation au Canada. La formation au Canada, il y a le tronc commun, qui est l'équivalent du DE et du monitorat en Belgique. Et puis, il y a de la spécialisation. Et dans la spécialisation, il y a deux axes. Il y a soit je vais devenir
gestionnaire de structures sportives et on amène toutes les compétences. Soit je vais vers le haut niveau, on amène toutes les compétences, soit je fais les deux. Et dans les pays francophones, je ne trouve que peu ou pas de contenu sur toute cette partie soft skills. Alors on apprend, bien sûr qu'on apprend comment donner cours, mais je pense que les soft skills, ça permet d'être meilleur sur le terrain et d'être meilleur en dehors du terrain également. Rajouter la thématique du jour, c'est la valorisation du métier d'enseignant. Il y a un moment où les dirigeants doivent prendre conscience qu'il faut valoriser le fait que les gens vont faire de la formation continue. J'ai lu dans un des commentaires, je dois faire des formations hors de mon temps d'enseignant, je dois récupérer les cours et ainsi de suite. Ça n'incite pas un enseignant à aller faire de la formation continue. Et puis, il y a toujours dans cette même optique, il y a l'enseignant peut-être moins passionné que ceux qui sont ici, qui se disent OK, mais ça rapporte quoi finalement de faire de la formation continue? Et je pense que ça reboucle sur la partie valorisation du métier. Ça doit rapporter directement ou indirectement quelque chose, et ce n'est pas que financier. Déjà de la reconnaissance, ce serait pas mal. De fait, faire de la formation continue. Et je boucle tout à fait sur le sujet de la communication que Chloé a évoqué. J'ai dit que je ne te lâcherai pas. Donc, sur la com, je pense que les contenus de formation, les thématiques de formation, elles sont super mal communiquées. Et donc, elles n'incitent pas à venir dans une formation. Moi, si on me demande, c'est ce que je fais, si on me demande de vendre une formation tennis couleur, je dis tennis couleur, mais je dis aussi ce que ça apporte à 360 degrés. Parce que les gens doivent comprendre les avantages de la formation. Je m'arrête là. Vas-y, Olivier. Ouais, juste, c'est pour rebondir sur une note positive quand même, c'est que depuis cette année en tout cas, j'ai été sollicité 2 fois sur 3 par des clubs. Je vais de plus en plus dans des clubs. Et contrairement à la Belgique, on a la chance en France d'avoir des aides, puisque souvent ça coûte rien quand il y a des clubs avec des salariés. Et que très très souvent maintenant, j'ai des dirigeants qui viennent sur mes formations. Il y a l'équipe pédagogique qui est là, il y a des enseignants, mais j'ai très souvent, là je reviens du club de Gex, là, un petit club dans l'Ain, il y avait le président et le trésorier qui ont assisté à la formation. Et j'ai de plus en plus de dirigeants qui assistent aux formations. Et donc c'est plutôt bon signe. Et ça veut bien dire que quand les enseignants et les dirigeants fonctionnent ensemble, il y a quand même souvent beaucoup moins de problèmes. Mais il y a de plus en plus de clubs qui me sollicitent. Je vais de plus en plus dans les clubs. Donc, ça, c'est une bonne chose. Ça montre que ça évolue. Ouais. Je pense, on passe au thème 3. Yannick, on va pouvoir te redonner un petit peu la parole. Ça fait longtemps que tu n'as pas parlé. Comment tu définis, donc comment tu argumentes, enfin comment tu définis cette question-là? Alors, la communication a pour objectif de se vendre est-elle très importante, peu importante, pas du tout importante? À mon avis, il suffit de rebondir sur tout ce qui a été dit juste avant. Le problème de communication, on voit bien que s'il y a un problème avec les formations continues en France, c'est justement parce qu'il y a un gros problème au niveau des ligues. Évidemment, ça se répercute dans les clubs sur le fait de bien communiquer déjà. Alors là, la question est de savoir si de mettre au service la communication pour se vendre ou pour vendre son club. Mais on voit bien que la communication et savoir bien communiquer aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, c'est une question fondamentale. Et ça, par rapport à mon bouquin, on voit, je l'ai vu, c'est qu'il y a un énorme chantier là-dessus. Le chantier est énorme. On va rentrer dans le détail de qu'est-ce que c'est que la communication après, mais je pense que tout le monde, le chantier est énorme et tout le monde est bien conscient que c'est très important. Ouais, comme pour les autres sondages, hein, vous êtes tous avertis et conscients de tout ça, donc c'est très bien. Je propose qu'on... Oui, Yannick?
J'ai une petite question pour Olivier. Sur ces formations, quand tu dis sur certaines ligues, j'arrive pas à remplir mes formations. Toi, tu passes forcément systématiquement par les ligues ou est-ce que aussi tu communiques pas toi en direct auprès des enseignants? Alors, j'ai la chance maintenant de pouvoir. Enfin, je ne suis pas très bon en communication de toute façon, mais j'ai jamais été formé à ça. Et puis, c'est pour ça que c'est un thème qui m'intéresse parce que moi, j'ai passé le BE en 82 et à l'époque, c'était. On tapait sur des bouts de bois pour se parler. Hein. J'ai jamais été formé à la communication. Moi, je découvre tous ces outils et j'essaye de m'y intéresser. Mais j'ai la chance maintenant de pouvoir ne plus avoir à me vendre pour que les gens viennent me voir, si tu veux. Donc ça, c'est une chance. C'est juste un constat que je fais, c'est que certaines ligues, bon, outre les aspects politiques où il y a des endroits où j'ai pas le droit d'aller parce que politiquement c'est pas bien, mais oui, il y a aussi ce souci-là. Hein. Aujourd'hui, j'ai la chance pas de refuser les formations, mais de pouvoir faire le tri et puis que c'est plus les gens qui m'appellent. Mais moi, je vois les différences de fonctionnement d'une ligue à une autre où c'est terrible. Je vois que dans des ligues, je sais qu'il y a des comités, les formations, ils ne veulent même pas en entendre parler. Et je parle de comité ou de ligue. Donc voilà, bon, après, chacun pense ce qu'il veut de la formation, mais quand ça vient de la part de gens qui sont des acteurs principaux dans des ligues, c'est presque pitoyable. Parce que là, ça devient presque de la rétention d'informations même. Donc, ils sont plus dans leur rôle. Après que ça les intéresse pas, mais qu'ils empêchent les enseignants des clubs d'y accéder par un manque d'informations parce que ça les passionne pas. Ça, c'est plus embêtant. Là, ils sont plus tellement dans leur rôle. Il y a une personne qui, quand on parle de se vendre, il y a une personne qui me vient direct à l'idée, et en plus, il est là, ça tombe bien. Tarek, c'est très important, il me semble, non? Donc, oui, pour boucler donc le sujet de mieux vendre et mieux se vendre, il y a tout l'aspect marketing, où on a un expert avec nous en la personne de Yannick, et puis il y a tout l'aspect vente proprement dit, et donc je vais préciser à Chloé ce que j'entends par vendre. C'est que nous sommes dans des métiers de représentation. On est dans des métiers où on est en contact avec, j'adore ce terme dans le monde du tennis, on est en contact permanent avec nos clients. Et donc, j'ai une déformation professionnelle dans une autre vie où j'ai été formé. Et invite là. Hein. Elle peut te remplacer. Hein. Donc, je disais, j'ai été formé aux techniques de communication pour mieux vendre, bien vendre, établir le contact, le lien avec les clients. Et je trouve que c'est absolument pas choquant. Donc, j'ai pas été formé à la vente de tapis. Donc, j'ai pas été formé à tout prix vendre. J'ai été formé avec ce qu'on appelle des soft skills. Oui, tu fais tout pour que je me déconcentre aussi. Et donc, je pense que c'est important et qu'il ne faut pas avoir peur d'améliorer ses compétences en la matière. Alors, ça peut être vendre vers les clients, comme ça peut être vendre une idée à son comité. Et au plus on est à l'aise avec ces compétences-là, au plus on a de chances qu'une idée passe aussi. Et donc, c'est pour ça que aussi, et la vente et le marketing sont étroitement liés, l'un alimentant l'autre et inversement. Mais voilà, pour moi, ce n'est pas du tout un sujet tabou, au contraire. Alors que vous l'appelez conseiller ou vendre, c'est comme vous voulez, mais voilà. Voilà, j'avais envie d'intervenir là-dessus. Non, mais tu as raison. Il y a bien une personne qui peut intervenir là-dessus, c'est toi.
Ok, donc il nous reste un quart d'heure pour essayer de rester dans les clous. Yannick, est-ce que tu veux échanger ou apporter une petite conclusion à ce thème-là, même si on y passait Moi, comme d'habitude, j'aimerais bien ce qui apporte de la valeur, c'est la participation de chacun. Donc, si certains veulent participer et nous donner leur point de vue par rapport à ça, ça sera je pense, enrichissant. Qui c'est qui veut partager à ce sujet qui n'a pas encore parlé? Qui c'est que j'ai eu? On a un nouveau qui s'est connecté, c'est iPhone. Ouais. J'ai iPhone du début, donc tu peux. Je ne me rappelle plus de ton prénom, je suis désolé. Attends, il faut remettre le micro. Ouais, vas-y. Voilà, c'est Jean-Noël. C'est Jean-Noël. C'est vrai que je n'ai pas parlé. C'est vrai que la communication, elle est importante. Auprès de notre boulot, elle est essentielle. Communiquer, c'est par les réseaux sociaux, communiquer auprès des nos dirigeants, auprès des gens. Et moi, je pense que des fois, notre métier, il est plus important de la communication que sur le terrain, quoi. Voilà, moi, je trouve que des fois, je passe plus de temps à communiquer, à faire passer des infos et à essayer de bien les faire passer pour qu'il y ait une remontée dans la tête de chacun. Et voilà. Voilà, de mon côté, c'est important. Moi, j'ai une question qui peut vous faire réagir peut-être. Est-ce que vous pensez qu'en 2020, un enseignant de tennis doit, par exemple, pas forcément tous les enseignants, mais un enseignant doit progressivement être capable, par exemple, de savoir faire un site internet pour lui-même ou pour son club? Est-ce que ça vous semble essentiel, pas essentiel? Je ne sais pas si je vais prendre la parole. Je ne sais pas si c'est un enseignant qui doit avoir cette compétence-là, mais en tout cas, dans le club, il doit y avoir cette compétence-là. Si c'est un enseignant, très bien, mais si c'est quelqu'un d'autre dans le club, je pense que voilà, en tout cas, c'est important qu'un club soit capable d'avoir quelqu'un qui maîtrise toutes ces compétences-là pour la communication. Voilà. Si c'est un enseignant, pourquoi pas, hein, mais ça ne me semble pas obligatoire que ce soit forcément l'enseignant qui ait cette compétence-là. Mais elle doit être là dans le club. D'accord. Vous-même? Moi, je pense que c'est une palette supplémentaire pour pouvoir se vendre, justement, d'avoir cette compétence-là. Et après, le site Internet, ça dépend, encore une fois, le public visé. Comme je disais dans le chat, la communication, c'est bien d'avoir de la communication, mais il faut bien l'utiliser et utiliser le bon moyen pour le public approprié. Et c'est là où, des fois, on s'y perd parce qu'on peut perdre des… C'est bien d'envoyer des mails. Et des fois, il y a des présidents de club, ils reçoivent 50 mails par jour du comité ou de la ligue ou de la fédé. Alors là, maintenant, ils ont fait un mémo dans la ligue qui regroupe un peu tout. Mais quand le président il reçoit un mail de la fédé, un mail du comité, un mail de l'enseignant, un mail du papa du gamin qui ne peut pas aller venir le chercher le samedi, ça fait beaucoup trop de mails, alors qu'il peut utiliser un autre canal et ça serait nettement plus efficace. Ou de l'affichage. Par exemple, je fais une journée porte ouverte, on va afficher ça à la mairie du village, ça ne sert à rien, quoi. Donc voilà, c'est utiliser le bon moyen de communication. Question de Damien dans le chat, Yannick ou Tarek. Utiliser un seul moyen de communication pour se vendre efficacement, ce serait lequel? Moi, je dirais le meilleur outil pour ça, c'est la boîte à outils marketing des clubs. Merci Anthony. Non, mais justement, comme il y a la boîte à outils marketing des clubs de tennis, peut-être je vais laisser répondre Tarek là-dessus. Je vais prendre ma casquette. Pour moi, le meilleur outil, c'est quoi? En plus, si on doit en avoir qu'un seul, c'est toi, tes compétences qui vont faire que tu vas pouvoir communiquer efficacement. Comme Romain disait, on peut avoir 250 outils. Moi, pour répondre à la question d'Yannick, est-ce que je dois avoir les compétences pour créer un site Internet? Ce qui est important, c'est que en ce qui me concerne, que je sache à qui déléguer un site Internet, pouvoir diriger la personne efficacement, lui donner les consignes et pouvoir effectuer les mises à jour
ou ça doit être effectué en interne. Et donc, je pense que l'important, c'est de maîtriser les différents canaux pour pouvoir connaître tous les outils qui existent et après ça, faire, comme Romain le disait, un choix pertinent sur les outils qui vont être les plus efficaces en fonction des publics. Et donc, en dehors de toi-même et de ta compétence, il y a plus d'un outil. Alors, je vais te prendre un grand exemple d'un grand communicant du 21e siècle. J'ai rencontré un spécialiste de l'apprentissage il y a quelques années où chaque fois que je lui demandais de faire un PV de réunion, il me sortait un carnet. Et donc aujourd'hui, ce grand communicant, il continue à me sortir des carnets histoire de me rappeler qui il est, mais ça n'empêche qu'il s'est mis à Facebook comme personne. Je l'ai découvert sur Instagram. Et donc, soyons clairs, l'homme au carnet, il communique au travers de 2 canaux très efficacement et il communique qui il est efficacement. Et donc, ça fonctionne bien. À toi, Yannick. Là, je vois dans le chat, Nat, un outil où il y aurait de l'interaction avec les adhérents. Je pense que quelqu'un qui anime correctement une page Facebook ou une page Instagram pour les plus jeunes, des adhérents, ça fonctionne, l'interaction. On voit des clubs et on voit des exemples de clubs parmi les confinements qu'on a eu, à savoir le premier. Il y avait eu plein de challenges et tout ça. Il y a des clubs, je peux vous dire que ça y allait. Hein. Je ne sais pas si, et vous, peut-être Romain, tu peux en parler. Je pense qu'il y a certains clubs, il y a peut-être 80% des personnes qui étaient actives. Hein. Oui, totalement. J'ai beaucoup de clubs avec mon entraîneur perso et j'ai jamais vu autant de choses faites pendant le confinement sur les réseaux sociaux. Mais le premier, surtout le premier, le deuxième moins, beaucoup moins. Oui. Mais sur le premier confinement, je n'ai jamais vu autant de clubs être sur les réseaux sociaux. Alors après, que ce soit pertinent ou pas pertinent, mais au moins, ça bougeait. J'ai jamais vu autant de clubs faire des choses pendant le confinement. Et même des clubs que je voyais des publications depuis, je sais pas, 2 mois. Et là, d'un coup, tous les jours, ça publiait, c'était vivant, ça bougeait. Donc voilà. Ouais, et là, le lieu d'interaction, il faut un lieu où c'est que les personnes peuvent se rejoindre. En l'occurrence, Facebook, tout le monde l'a. Voilà. Et là, l'interaction, elle est possible. Voilà. Donc, si tu cherches un lieu, c'est ça. Anthony, moi, j'ai envie d'aller encore plus loin par rapport à ça. Vas-y, et après, on passe au thème suivant. Ouais, et ça va introduire notre thème suivant. Parfait. Tarek disait savoir construire son site internet, peut-être pas forcément, mais en tout cas maîtriser les grandes lignes de manière à pouvoir ensuite déléguer et le gérer correctement et connaître les bonnes pratiques qui vont permettre d'optimiser l'efficacité du site internet, parce que vous pouvez passer par la meilleure agence de communication du monde pour qu'il vous fasse votre site internet, pour ensuite qu'il soit mis au service de l'efficacité du club et au service de son développement. C'est un autre sujet et là-dessus, il vous faut des compétences par rapport à votre site internet. Moi, là où je voudrais qu'on aille peut-être beaucoup plus loin dans les échanges qu'on a, c'est de vous emmener sur le terrain en 2020-2030, est-ce que l'enseignant de tennis, pour pouvoir justement être mieux valorisé dans son club et pour que derrière ça se ressente dans son portefeuille, est-ce qu'il ne doit pas devenir un enseignant entrepreneur? Et donc, ça veut dire, est-ce qu'il ne doit pas développer tout un tas de compétences annexes à sa compétence d'expertise terrain qui va lui permettre derrière que ça soit mis au service de lui-même s'il est indépendant ou à son service s'il est salarié, mais de manière indirecte, en apportant des solutions de rentabilité à son club, qui du coup va lui permettre d'être mieux rémunéré. Mais est-ce qu'il ne doit pas développer cet esprit entrepreneurial, à votre avis? Anthony, tu peux juste demander à Yannick qu'il ne dévoile pas les sujets avant qu'on les aborde, s'il te plaît? C'est extraordinaire, ça. Il ne peut pas s'en empêcher. Attends, c'est normal. C'est pas Ah, c'était pour rattraper le temps qu'on avait perdu, d'accord.
C'était une introduction parce que justement, ça serait bien que sur le dernier sujet, on aille très loin là-dessus. Allez, c'est parti. Sondage. Sondage. Être reconnu à sa juste valeur est, selon vous, très important, important, peu important, pas du tout important. Ah, ça va de plus en plus vite les votes, c'est cool. Allez, 5 secondes. Il en manque 3. 3 qui sont partis. Un qui est parti. Allez, c'est bon. 18 sur 19. Je partage. Évidemment, on garde les mêmes choses. Donc, qui c'est qui veut témoigner là-dessus? Qui veut répondre à ma question? Oui, sur la question de Yannick. Moi, je veux bien essayer. Je ne sais pas si ça va répondre complètement, mais Dis, Damien. moi, c'est une discussion qu'on avait nous, voilà, avec la CST, moi de mon club, qui, elle, est pour finalement le libéral et qui trouve finalement que le salariat a fait même du mal dans pas mal de clubs. Parce que je sais, là, si je prends l'exemple de quelques clubs autour de moi, où finalement les profs, ils ont, on va dire, je vais dire, leurs 20 heures salariés, et l'arrivée finalement qu'ils gagnent ou qu'ils perdent des adhérents, à l'arrivée, finalement, ils s'en fichent complètement. Ouais. Ils s'en fichent complètement. Alors que en libéral, dès que je perds finalement mes heures, je perds mes heures, je perds mes heures. Donc j'ai moins de choses derrière. Après, je ne sais pas comment il faut se positionner par rapport à ça, parce qu'il faut aussi la sécurité de l'emploi qui est, je pense, aussi important. Mais après, est-ce que ça peut fonctionner avec des primes par rapport, avec des objectifs sur fiche de poste, sur le gain d'adhérents, sur des. Je sais pas, moi de mon côté à moi, sur le côté par exemple challenge des clubs que met la Fédé en place, je ne suis pas rémunéré pour finalement mettre l'action en place. Mais je sais, par exemple, là, on finit 3e de l'action et je sais, après on va en discuter avec la présidente, mais finalement que j'aurai une rémunération par rapport au pourcentage des gains qu'on va gagner. Bien sûr. Donc, ça rejoint un peu l'entrepreneuriat où je ne suis pas payé à l'instant T. Donc, si à l'arrivée, l'objectif n'est pas atteint, tant pis pour moi, j'ai travaillé entre guillemets pour rien. Mais par contre, si on gagne, il y a récompense derrière, quoi. Mais même dans ce Après, le problème, c'est comment on se positionne là-dessus par rapport aux lignes de subordination. Si derrière il y a conflit entre prof et dirigeant, si je dis ça, c'est que nous on a une salariée qui est au prud'homme en ce moment. Ouais. Et il y a des trucs comme ça où c'est pas net derrière. Donc c'est, même quand tu dis tant pis si ça va pas au bout, que l'objectif n'était pas atteint, je fais ça pour rien. Même ça, moi, ça me dérange. Financièrement, parce qu'après, moi, je t'avoue, personnellement, après, j'ai poussé, il y a quelques gamins, j'ai permis des trucs. Ouais. Je ne suis pas à compter. Non, mais par contre, si tu fais quelque chose qui, encore une fois, la base, la fiche de poste, si cette mission-là, cette action-là, elle n'est pas dans la fiche de poste, il faut renégocier derrière, tu vois, et que ça soit. Et là, c'est le côté entrepreneurial. C'est OK, mais ça égale ça. Je vous apporte ça. Donc, moi, je demande ça. Et c'est pas choquant, je pense. Tu vois, Romain? Après, dans la fiche de poste, si c'est marqué que tu dois faire cette action-là et que ça nécessite des heures, il doit forcément te rémunérer si tu n'es pas. C'est là où c'est compliqué aussi. Même si tu n'aimes pas, même si l'objectif n'est pas atteint, l'heure, il faut les faire, les heures quand même. Oui, non, mais c'est là où l'objectif est atteint, alors. C'est compliqué. Comme les heures terrain, on sait qu'on doit tant d'heures à donner. On les fait pas. Sur le côté comme ça, je pense qu'il peut y avoir là des profs motivés comme nous là, les heures on va les faire, on va pas compter si on est à 1 heure ou 2 près, et on va tout faire pour que l'objectif soit atteint. Et j'en connais pas mal d'autres derrière, et ils vont dire que les heures sont faites, finalement c'est pas des heures qui sont quantifiables, qu'on peut vraiment entre guillemets vérifier, quoi. Ouais. Il y a ça que je trouve compliqué. Moi le côté d'être payé en prime, je trouve ça bien, ça me motive. Oui. Encore plus si je veux le truc, mais niveau contrat, etc., il y a pas mal de clubs où ça peut être très compliqué, quoi. Romain. Oui, donc moi, je suis salarié, mais moi, j'aime bien le terme de Tarek client, tout simplement parce que nous sommes dans des entreprises associatives. Et demain, quand tu vas dans une société, si l'ouvrier, il n'est pas bon et que le rendement n'est pas présent, l'ouvrier, il est viré, tout simplement. Et donc, nous, le problème, c'est que d'être salarié dans un club de tennis, ça dépendra uniquement de la motivation du salarié, justement, ou des dirigeants. Tu peux avoir un salarié motivé, mais des dirigeants qui ne sont pas motivés. Donc, les chiffres, ils s'en foutent. Par exemple, tu as 100 licenciés, tu en perds 50. Par contre, tu en recrutes 60. Il passe de 100 à 110. Le dirigeant, il est content. Par contre, tu en as perdu 50. Mais il s'en fout. Et justement, c'est là où ça crée des choses qui ne sont pas bonnes pour le tennis. C'est-à-dire que si tu as un salarié qui est motivé, pas le dirigeant, ou le dirigeant qui est motivé et pas le salarié, des fois, ils gardent le salarié pendant des années, mais ne veulent pas le virer parce que ça va leur coûter trop cher. Parce qu'ils n'ont pas de motif valable et sérieux, parce que sur le contrat,
n'y a rien indiqué sur le rendement. C'est juste 16 heures. Donc, au final, ça va au prud'homme. Et puis, c'est le salarié qui gagne. Donc, c'est pour ça que je suis de plus en plus… Même si je suis salarié, moi, mon club, je pense, dépend de ma motivation et de la motivation du bureau. Demain, l'un des deux est en dents de scie, je pense que le club, il coule. Enfin, il coule. En tout cas, les chiffres ne sont pas comme maintenant. Et c'est pour ça que je pense que d'être auto-entrepreneur, forcément, si tu ne te bouges pas un minimum, tu n'as pas de clients, quoi. Donc, tu n'as pas de clients, tu n'as pas de salaire, t'as pas… donc c'est à toi de te bouger, quoi. Quitte à avoir ce statut mixte dont on parlait. Exactement. Moi, c'est mon cas. Avec la base, on va dire, sécuritaire, OK, j'ai ma sécurité d'emploi avec tant d'heures, et tout ce que j'arrive à faire en plus, je me bouge le cul pour, et j'arrive à être récompensé pour les efforts que je fais. Voilà, moi, c'est mon cas. Mon club, pendant le confinement, alors, m'ont donné une prime par rapport aux vidéos que j'ai fait. Ils ont estimé que c'était du travail fait. Alors, pour moi, non. Mais ils ont estimé que c'est du travail fait. Donc, j'ai une bonne prime pendant le confinement. Et moi, c'est vu avec le club. Donc, les stages, c'est moi indépendant. Et eux, ils estiment que c'est de la fidélisation. C'est-à-dire que pour eux, un stage, c'est de la fidélisation. Si je fais un bon stage, l'enfant, il est content de revenir au tennis et du coup, il revient l'année prochaine. Donc, pour la vision du club, ce n'est pas un stage pour renflouer, si tu veux, les caisses du DE qui fait stage, stage, stage. Non, pour eux, c'est un côté fidélisation. Voilà. Yannick? Non, je veux intervenir. Je te laisse intervenir en premier. OK. Donc, je vais vous parler un peu d'expérience belge parce que en Belgique, 99% des enseignants sont des indépendants ou de faux indépendants, mais en tout cas, c'est le seul statut qui existe pour les enseignants. Et ça ne crée pas forcément, parce que c'est un peu un statut par défaut, ça ne crée pas une dynamique entrepreneuriale pour autant. Moi, le message que j'avais envie de vous faire passer, c'est plus que le statut, c'est l'attitude et la mentalité entrepreneuriale. Moi, je suis intimement convaincu que qu'on soit salarié, qu'on soit indépendant, qu'on soit à son propre compte, la première personne qu'on vend en permanence, c'est soi-même. Et donc, l'attitude, pour moi, elle est fondamentale en permanence. Alors, je vais vous parler un tout petit peu de ma longue expérience dans le monde du travail. J'ai travaillé dans des grandes entreprises, j'ai travaillé dans des petites entreprises. J'ai toujours travaillé comme si c'était mon entreprise. Et je pense donc que c'est d'abord et avant tout un état d'esprit à devoir développer. Ensuite, j'aime bien la façon dont ça fonctionne dans le club de Romain, parce que c'est plutôt, j'ai l'impression, un fonctionnement d'exception. Mais moi, c'est typiquement le fonctionnement que je prônerais, à savoir que si l'enseignant amène de la valeur dans mon club, qu'il est, on va encore reprendre un terme de l'entreprise, qu'il ait une participation bénéficiaire, ça me paraîtrait tout à fait normal. L'enseignant qui amène de nouveaux membres qui ne seraient pas venus naturellement, s'il fait cette démarche-là, là aussi, il faut qu'il y ait de la reconnaissance de ce qu'il amène. Et donc, je pense, pour rebondir sur le sujet précédent, il faut avoir une mentalité entrepreneuriale, peu importe le statut, aussi pour être capable de vendre ses concepts auprès de vos dirigeants. Et je vais reprendre un secteur que j'affectionne sur les parallèles avec le monde du tennis, c'est le secteur du fitness. Le secteur du fitness, la plupart des enseignants, eux, ce sont des auto-entrepreneurs. Il y a, alors oui, à l'accueil, ce sont des salariés, mais sinon, le coaching dans le monde du fitness, c'est du pur développement entrepreneurial. Et donc, tous les mécanismes de formation continue, les bons coachs, qu'est-ce qu'ils font? Ils font de la formation continue. Pourquoi? Parce qu'ils voient, qu'ils vont soit fidéliser leurs clients, soit recruter de nouveaux clients et
pouvoir se vendre mieux et plus cher. Donc, la formation continue dans le monde du fitness, chez les bons coachs, c'est quelque chose de tout à fait naturel également. Et dans le monde du fitness, ben les grands acteurs du fitness l'ont bien compris et donc mettent en place de la formation continue à forte valeur ajoutée parce qu'ils savent que si les enseignants sont bons dans leur structure, ben la structure va bénéficier de la qualité de leurs enseignants. À toi, Yannick. Top, hein, c'est top. Et ce que tu viens de dire, Tarek, là, tu as plus que témoigné, tu as partagé de la valeur. Hein. C'est très bien. Oui, Tarek se rattrape par rapport à notre précédent live. Le temps de parole s'est inversé, Tarek. Je l'ai senti là, en Cannes ce matin. Oui, il est en forme. Écoute, j'ai pas énorme à rajouter là-dessus. Il y a quelqu'un qui écrit cet état d'esprit entrepreneurial doit être au cœur des développements des clubs. Ce type de fonctionnement ne peut être performant que dans la délégation des compétences évoquées précédemment dans le live. Oui. Cet état d'esprit entrepreneurial, à mon avis, et quel que soit le statut, comme l'a dit Tarek, il est vraiment absolument fondamental à l'avenir. Et derrière, il est intégralement lié à la valorisation et au parcours professionnel des enseignants dans le club. Et ça passe par plusieurs choses, à mon sens. On peut prendre maintenant peut-être des exemples concrets, mais on a vu dans le questionnaire pré-live que beaucoup d'entre vous pensent que le club n'a pas les moyens de payer davantage sur la partie salariée. Moi, vous voyez, quand j'étais en club, c'était le cas. Ce que j'avais proposé à mes dirigeants, c'était de participer, voire même de prendre complètement en charge toute la partie, aller chercher du financement sur du sponsoring, par exemple. Et derrière, d'être payé sur commissionnement sur les partenaires que j'apportais au club, sur ma partie libérale. Donc, c'est un exemple, mais il peut y en avoir beaucoup là-dessus. Vous en avez parlé, il y a l'histoire de primes, en se mettant d'accord autour de la table, en se disant, voilà, on se donne tel objectif. Et ça, c'est un problème parce que dans beaucoup de clubs, il n'y en a pas des objectifs. Il n'y a pas de projet clairement défini. Donc, c'est tout un système. Si à la base, il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'objectif clairement défini et chacun fait un peu sa vie de son côté, c'est-à-dire le dirigeant, il gère le quotidien, l'administratif, et puis l'enseignant fait ses cours, son école de tennis et ses cours compétition, forcément, c'est compliqué derrière de valoriser la place de l'enseignant dans le cadre du développement du club en général et que derrière, il en récolte les fruits dans son portefeuille. Donc là, je pense qu'il y a beaucoup d'idées là-dessus à développer. Mais effectivement, la pierre angulaire de tout ça, ça va être le binôme de l'enseignant avec son dirigeant et de faire en sorte que ça fonctionne bien. Il y a quelque chose que je vois beaucoup et que je voyais beaucoup quand je dirigeais la formation ODE sur le 06, c'est que pour beaucoup d'enseignants, le rapport avec son dirigeant est immédiatement un rapport de force ou un rapport descendant hiérarchique où chacun va avoir des... Comment dire? Ça ne va pas fonctionner forcément de manière en bonne intelligence. Et chacun va voir midi à sa porte, à savoir par exemple l'enseignant, il n'a pas encore son DE. Ce qui l'intéresse, ça va être de son contrat de travail qui soit rémunéré sur ses heures de match par équipe le samedi. Le gars, il commence dans le métier, il a encore zéro compétence, il a juste son diplôme en poche et il est déjà dans l'état d'esprit de revendiquer, de ne pas trouver ça normal, d'être présent le samedi matin pour les matchs par équipe ou pour faire du juge arbitrage, etc. On se situe bien souvent, j'ai l'impression, surtout avec les jeunes générations et avec les nouveaux diplômés aujourd'hui, dans cet état d'esprit-là. Et je crois que la valorisation du rôle de l'enseignant va passer beaucoup par ce changement d'état d'esprit et de remplacer cet état d'esprit par un véritable état d'esprit d'entrepreneur au service de soi et au service de son club. Et de voir toutes les actions qui sont bonnes à mettre en place pour que derrière, ça se fasse ressentir dans son portefeuille.
Donc, je vous ai pris un exemple avec le sponsoring, mais on peut trouver, là, on fait un brainstorming ensemble. Je suis sûr qu'on va trouver au moins 50 idées par rapport à ça. Donc voilà, pour conclure, Anthony. Ta dernière phrase était très bien. Merci pour les autres. Moi, je relève vraiment ce qui est très très bien. Comme ça te tire vers le haut. Tu vois, tu es obligé à chaque fois d'essayer de faire plus. Damien qui dit: les dirigeants n'ont-ils pas peur de s'engager sur des primes? Point d'interrogation. Les contrats le permettent-ils? Le moniteur que j'ai remplacé a été licencié car des heures avaient été négociées et ainsi toutes les heures étaient requalifiées par les prud'hommes. Tu veux préciser un peu, Damien, ce que tu dis là? Oui, là, c'est vraiment comme le cas, par exemple, moi, là, par rapport au challenge des clubs, où voilà, on va dire, ça a été négocié à l'oral, comme quoi, voilà, entre guillemets, je me dois d'essayer d'atteindre cet objectif-là. Donc, en gros, il y a des heures. Et donc, finalement, ces heures-là ne sont pas rémunérées sauf si atteignent de l'objectif. Et donc, le moniteur précédent, il y avait eu quelques missions comme ça. Et le jour où il a été licencié, finalement, il a fait valoir toutes ces heures-là. Et le prud'homme, finalement, a demandé au club de lui payer toutes ces heures. Et à l'arrivée, le club, ça, ils ont dû plus de 50 000 euros, parce que c'était sur 10-15 ans de trucs. Ils ont réussi à requalifier toutes les heures. Donc, je sais que moi, là, mes dirigeants, nous, on marche comme ça, parce que c'est des très bons amis, on sait qu'il n'y a pas de problème, et que si jamais un jour ça frite et tout, voilà, je ne serai pas de ce style-là. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir cette crainte-là, de dire, OK, fais ça, et si l'objectif est atteint, par exemple, la change des clubs, on te verse la prime. En gros, on te demande de travailler sans salaire, mais avec prime derrière. Donc, les contrats comme nous, les CD2I, est-ce qu'ils permettent finalement légalement de faire ça, quoi? Ouais. Et encore une fois, on est dans l'inconscience ou l'inconnaissance, je ne sais plus comment on dit le terme, de tout ce qui est contrat de travail et le droit du travail. D'où l'intérêt d'avoir fait le live qu'on a fait la dernière fois et qui est toujours d'actualité. Des choses qui sont peut-être pas assez claires. On parlait de choses qui n'étaient pas bien communiquées. C'est pareil. Ces choses-là, on n'est pas en formation, on n'a pas assez d'infos dessus. On se retrouve à être sur le terrain avec des missions, un contrat, peut-être parfois bateau, et parce que tout le monde le fait depuis 40 ans. Okay. Et le jour où il y a un pépin, oh putain, là, ça y est. Là, c'est le gros problème. Et là, on se dit, ah ouais, mais en fait, je suis complètement paumé. Ben oui. Mais bon, ça, on a dit qu'on n'en parlerait pas là. Mais par contre, dans le côté entrepreneurial, on est d'accord. Oui. On se rend compte qu'il peut y avoir des dirigeants bienveillants qui aimeraient qu'on gagne plus, mais par contre, eux, personnellement, ils n'ont pas le temps de développer ce côté-là. Ils nous demandent de le faire, mais ils ne peuvent pas s'engager à le faire non plus. Donc, c'est. Oui, je suis d'accord avec toi. Bon, ok. Bon, on va conclure sur tout ça. Merci beaucoup encore une fois tout le monde. Merci Tarek. Merci Yannick. Vous voulez reprendre la parole pour conclure ou c'est bon? Vous avez assez parlé pour aujourd'hui? Déjà, si certains d'entre vous veulent poser des questions ouvertes maintenant par rapport à ce qu'on s'est dit, c'est peut-être le moment d'aller dans les particularités de chacun. Là. Vous pouvez ouvrir les micros et parler directement ou lever la main, comme vous voulez. Sinon, on conclut et je rends disponible le replay mercredi prochain. Non, je disais dans le chat que ça serait important que les dirigeants puissent avoir une formation. Voilà ce que j'expliquais. Je vois mon frère, il a ouvert un bar pendant le confinement, enfin juste avant, mais il a eu en SARL et une formation obligatoire à faire. Donc, je pense que ça serait hyper intéressant que justement les dirigeants, s'ils ont des questions, c'est là qu'il faut les poser parce que certains dirigeants se cachent un petit peu aussi. Ils ont des questions, mais ils ne vont peut-être pas forcément aller chercher l'information. Donc, justement, ça serait d'avoir une formation pour les dirigeants, une formation de 2 jours ou une formation après, à adapter, mais en tout cas pour qu'ils puissent avoir les infos nécessaires qui leur manquent. Bon, ça serait peut-être plus que 2 jours, hein, mais bon. Oui, bien sûr, mais après, voilà. Par contre, oui, on est d'accord que oui, c'est fondamental. Si tu veux travailler, je ne sais pas, moi, tu me dis, Anthony, tu vas travailler dans un club avec telle personne, je vais vérifier que la personne elle est compétente. Et donc là, tu me mets avec un dirigeant qui, au final, est bénévole, il est là presque par défaut. Pour peu que l'enseignant il soit aussi là par défaut, putain, t'as tout gagné, quoi. donc, ouais. Et Yannick qui marquait, c'est clairement le rôle de la FFT. Et quand tu vas sur l'onglet enseignement, je te laisserai lire ce qui est indiqué. Je le connais un peu par cœur, le site. Voilà, tu vas sur l'onglet enseignement et tu as juste
t'as rien, quoi. T'as rien, t'as pas juste ce que tu peux faire. T'as même pas les compétences. C'est une page, elle fait. Enfin, il y a rien dessus. Il y a rien dessus. Mais d'accord. Mais sur la partie, en fait, je rebondissais sur la partie formation de dirigeants bénévoles. S'il y a bien une chose qui est qui dépend où c'est leur rôle, c'est sur celui-là, c'est la FFT. C'est à la FFT. La FFT est une fédération de clubs associatifs. Je le rappelais il n'y a pas longtemps, la fédération n'est pas là, les conseillers en développement ne sont pas là pour, a priori, par exemple, renseigner ou aider les enseignants. Ils sont là pour aider les clubs. Autrement dit, si demain vous avez un conflit avec votre club, la Ligue, par exemple, sur des conseils de droit du travail, la Ligue, elle est du côté du club. C'est une fédération de clubs. Donc, à partir de là, s'il y a bien un acteur qui est central dans la formation des dirigeants bénévoles, c'est la Fédération française, les ligues et les comités. Donc là-dessus, on ne va pas pouvoir faire grand-chose, hélas. Par contre, là où on va pouvoir faire agir, ça va être sur le binôme et en fait de cibler sur la formation continue des enseignants et des enseignants salariés, mais aussi et surtout en libéral, et de faire venir les dirigeants dans ces formations et de les faire travailler ensemble. Et ça, moi, j'y crois beaucoup. C'est-à-dire partir de l'enseignant pour faire venir ces dirigeants, un peu ce que disait Olivier tout à l'heure. Je trouvais ça super de voir qu'il y a des dirigeants qui, en fait, participent à de la formation qui, a priori, s'adresse principalement aux enseignants sur la partie terrain. Mais en fait, ça intéresse vachement les dirigeants de savoir ce qui se passe sur leur terrain et ce que font leurs enseignants sur les terrains auprès de différents publics. Et bien là, c'est la même chose. C'est que je pense que, et ce sera sans doute la dernière question, sur la partie formation continue, moi, je vois bien quelque chose du style formation continue à l'esprit entrepreneurial de l'enseignant de demain, et sur ces formations-là, faire venir le binôme dirigeant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bien. Moi, je suis complètement d'accord. Non, mais c'est logique. Je pense que c'est pareil pour tout le monde. Et même ceux qui vont nous écouter en replay, ils seront tous d'accord du fait qu'ils veulent travailler main dans la main avec leurs dirigeants. Si à ce moment-là, ils veulent travailler tout seuls, eh bien, ils font un club privé, ils se démerdent. Tu vois ? Ceux qui veulent avoir un club, avoir un dirigeant, avoir quelqu'un, une équipe bénévole autour d'eux, ben là, c'est fondamental. Donc, oui. Là, je vois les réponses. Sandrine, ça serait top. Anthony, carrément. Mais bien sûr, on est tous d'accord avec ça. Il y a des comités où ils ont pris l'initiative de créer des formations pour les binômes. Donc, ils ont inscrit ça dans leur programme. Et puis, je voudrais juste ajouter un truc, c'est que quand on va sur le site, il y a toujours... On ne t'entend pas super bien, Olivier, là. Non, là, tu parles dans le vide. Non, c'était bon, mais c'est... Là. Ouais, bah, vas-y. On m'entend ? Ouais, là, c'est bon. Non, je dis, quand on va sur les sites des clubs, pratiquement toujours, il y a la liste des dirigeants qui est affichée, mais il n'y a pas toujours les enseignants qui sont en visibilité. Et quand il y a les enseignants, c'est souvent un prénom, ça s'arrête là, et il n'y a jamais leurs coordonnées. Et moi, je me mets à la place d'un pratiquant qui cherche un club. Je pense que le nom du président, il s'en fout. Par contre, il cherche le pro du club pour prendre des leçons, pour avoir des renseignements sur le tennis. Et les enseignants apparaissent rarement sur les sites des clubs. C'est quand même un signe. Oui, c'est ce que tu dis. Tu as tellement raison, Olivier. Oui. Et ça, de toute façon, mais au-delà de ça, hein, quand tu regardes sur les sites des clubs, très franchement, on se demande à quoi même ils servent, les sites des clubs. Rien, à rien. Ça ne sert strictement à rien, si ce n'est... À flatter l'ego. Non, mais flatter l'ego. Si ce n'est donner une très mauvaise image du club. Ouais. C'est sûr.
c'est une interface qui est souvent finalement pas performante du tout et comme vous dites, qui donne une image plutôt vieillissante du club quoi, ou des clubs. Je voulais juste revenir sur un truc là, qui a été mis en place en Ligara avec un premier retour. C'est que tout le monde avait bien ce constat qu'il fallait que les dirigeants puissent avoir des formations et que la formation avec le binôme enseignant soit là. Donc il y avait l'idée, et c'est les CED qui ont eu cette idée-là, c'est de dire voilà, les enseignants vont faire des formations, très bien, ils font une formation un jour, 2 jours, en soirée, en visio, mais que derrière, il va y avoir un suivi dans le club avec le CED et donc avec l'équipe pédagogique et le bureau pour dire voilà ce qu'il en est dans votre club, comment nous on peut vous aider aussi, donc ligue ou comité, comment on peut vous aider pour que finalement ça fonctionne mieux. Donc je trouve cette idée intéressante. Alors on n'a pas encore les retours à moyen ou long terme, on a plutôt des retours à court terme où les clubs étaient demandeurs, les enseignants étaient demandeurs, avec cette idée que le lien entre les deux serait fait par le CED et les comités pour pouvoir aller directement dans les clubs et parler ensemble pour les projets clubs. Et donc, pour certains, mettre déjà en place un projet club, pour pouvoir ensuite travailler dessus et que ce travail se fasse véritablement entre le binôme, je dirais enseignant, mais en tout cas équipe pédagogique et d'un autre côté, l'équipe dirigeante, quoi. C'est très bien, très bonne initiative, ça. Oui, on ne va pas spolier, Anthony, mais on peut peut-être dire un mot de ce qu'on prépare. Vas-y. Non? Si, tu peux, si tu veux. Zo, maintenant, tu es parti. Hein. Ouais, ça y est, je suis parti. Bon, clairement, dans la continuité du bouquin que peut-être certains connaissent, la boîte à outils marketing des clubs de tennis, qui allait dans cet état d'esprit-là, c'était donner quelques clés aux clubs et aux enseignants pour mieux se développer avec des techniques actuelles de marketing. On va aller avec Anthony et Tarek sur ce terrain-là de la formation continue, sur cet aspect de développement de club et valorisation de l'enseignant, par justement le développement de cet esprit entrepreneurial et en mettant l'accent sur justement ce binôme enseignant-dirigeant, avec la possibilité de se former en continu et d'être accompagné pas à pas dans la construction du projet, dans la construction des actions qui vont permettre de faire évoluer le club et derrière forcément de mieux rémunérer et de mieux valoriser l'enseignant dans le club. Donc c'est en préparation, c'est pour janvier. Voilà, c'était le petit scoop qui n'était pas prévu, mais très bien. C'était le petit scoop de Yannick. Suite à tout ce qui a été dit, de l'annoncer de manière pas quasi officielle, mais voilà. Vous l'avez en avant-première. Voilà. Détails encore, mais vous en aurez bientôt. Ouais. Bon, voilà. Allez, on conclut sur cette bonne nouvelle pour nous, pour le monde du tennis, le monde des enseignants. Merci à tous. Et le monde des dirigeants. Merci à tout le monde d'avoir été présent une nouvelle fois. On se retrouve dans les semaines à venir, si ce n'est la semaine prochaine. On va décider ensemble avec Yannick et Tarek du thème à aborder, mais on va continuer notre série de vidéos, notre série de live pour vous aider et vous accompagner à chaque fois et répondre aux besoins et aux questions que vous pouvez avoir sur ces thèmes-là qui sont fondamentaux. Voilà. Donc, bonne fin de journée à tous, bonne fin de semaine. Sur le site, on se retrouve cette semaine avec encore une nouvelle vidéo sur la biomécanique. Et pareil, on finira le mois de décembre avec un live sur la biomécanique avec Cyril Genevois. Et le live du jour sera en replay mercredi prochain à 20h. Voilà. Bonne fin de journée à tous. Merci encore. Et oui, et comme le dit Olive, bonne fête. Bonne fête. Aussi. Merci.